Salut à toutes et à tous, c'est Antoine le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi 16 avril, j'enregistre un petit peu en avance, vous aurez la vidéo seulement, le 25 avril, donc il y aura quelques petits changements peut-être d'actualité d'ici là, parce que je suis à l'étranger. Simplement, je voulais quand même faire un point d'actualité sur l'actualité économique et politique, et aussi enchaîner sur une analyse un petit peu plus large des grands actifs et l'arbitrage qui, me semble-t-il, il convient de faire en ce moment sur ces grands actifs. Alors au niveau de l'actualité, comme je l'avais prévu, le baril est revenu à ses niveaux d'avant utilisation des réserves stratégiques américaines, les SPR, qui ont en effet provoqué temporairement une baisse du prix du baril. Je vous avais dit que nous allions au niveau du WTI repasser au-dessus des 100 $ et que pour le Brent nous allions de nouveau osciller autour des 110 $, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en tout cas en ce samedi 16 avril. Je ne sais pas si nous irons bien au-dessus, mais en tout cas j'ai été quand même assez surpris par la vitesse à laquelle nous sommes revenus au niveau d'avant utilisation des réserves stratégiques, ce qui fait que Biden et son administration se retrouvent en difficulté, puisque même si cette utilisation des réserves stratégiques a eu un impact qui probablement a été augmenté, amplifié par les lockdowns, les confinements en Chine, eh bien c'est quand même un effet extrêmement ponctuel et assez décevant. Cela dit, sur le fond, c'est tout à fait logique. Je veux dire, les marchés ont pricé assez rapidement cette baisse du baril, mais seulement les fondamentaux restent haussiers. Ils restent très haussiers pour le pétrole. Et à ce jour, alors que les confinements justement en Chine commencent un petit peu à s'assouplir, je veux dire, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent pour une baisse du baril. Donc c'est assez décevant pour l'administration Biden. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Alors rien ne dit qu'on ne serait pas un petit peu au-dessus des prix actuels s'il n'y avait pas eu ce relâchage de brut sur le marché, d'autant qu'il s'est accompagné notamment de l'utilisation des réserves stratégiques, notamment au Japon par exemple, dans d'autres pays. Mais voilà, ça reste quand même très limité et on est revenu au niveau d'avant utilisation, à tel point que aujourd'hui, samedi donc 16 avril, nous avons comme actualité que Biden a signé un décret, enfin Biden sur l'administration, parce que lui je ne sais pas s'il gère encore grand chose, permettant d'assouplir les conditions de forage sur le domaine public américain. Donc c'est quand même un sacré aveu d'échec, un sacré retour en arrière, parce que c'est une administration qui, vous vous souvenez, souhaite faire passer le Green New Deal, souhaite dépenser des milliards et des milliards sur la soi-disant transition écologique et verte. Et là, autoriser les forages sur le domaine public, c'est vraiment un aveu d'impuissance assez considérable, d'autant que les Saouds se moquent maintenant ouvertement des Américains dans les talk shows, vous savez, dans les shows publics, l'équivalent des shows publics en tout cas sur la télé saoud. On a l'équivalent des guignols en fait en Arabie Saoudite, qui se moquent mais vraiment ouvertement des Américains, et notamment de Joe Biden et de Kamala Harris. Donc ça sent vraiment pas bon pour les Américains, ça sent vraiment pas bon pour nous non plus Européens, parce qu'on est largement liés à eux, et contrairement aux États-Unis, nous n'avons pas de pétrole. Mais voilà, en tout cas pour l'échéance de novembre 2022, les midterms aux États-Unis, c'est quand même assez mal embarqué, d'autant que les républicains semblent se mettre en ordre de marche, semblent couper des têtes et avoir une stratégie désormais assez claire. Donc c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Il est très dommage que Tucker Carlson, qui est un très bon analyste politique normalement sur la Fox News, soit quand même assez pro-russe. C'est quelque chose que je regrette personnellement et qui fait du mal au camp républicain, mais je pense que ça ne va faire que retarder l'unité, la constitution
Russes voient ce qui les distingue des démocrates, et de toute façon les démocrates se savonnent tellement la planche eux-mêmes qu'il n'est pas difficile de faire l'unité contre eux. Voilà pour les États-Unis. Donc c'est une actualité assez importante, et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas être relayé dans les médias, mais c'est quand même un aveu d'échec important. Vous savez que d'ailleurs, concernant les médias, petite parenthèse, il n'y a quasiment aucune corrélation entre la couverture médiatique et l'importance des sujets réels, l'importance des sujets stratégiques, etc. Sauf exception, comme par exemple l'Ukraine, où là évidemment c'était difficile pour les médias de parler d'autre chose, mais en temps normal, et je dirais sur un rapport de Pareto exagéré, augmenté, vous avez au moins 90% du temps où les médias parlent de choses annexes, secondaires, qui n'ont aucun intérêt stratégique et aucune importance sur le court, moyen et long terme pour les populations et l'amélioration de la condition de vie des populations et leur pérennité, et leur stabilité et leur prospérité. Deuxième actualité assez importante aujourd'hui, désormais il est public que certains pays ont accepté le paiement en rouble au niveau danger signalé devant. Au niveau des paiements, pardon, je suis en bagnole comme d'habitude. Au niveau des paiements des matières premières et surtout du pétrole et du gaz russe, pardon. Et donc bon, on le sentait venir et ça semblait évident, mais comment dire, il y avait comment dire, un certain camouflage, un certain maquillage, disons, de cette nécessité que oui, nous allons payer évidemment le pétrole et le gaz russe en rouble, c'est-à-dire en or, parce que désormais le rouble c'est officiel, est fondé et calculé, arrêté sur l'or, valeur fixe de l'or. Donc c'est une assez mauvaise nouvelle pour l'Occident, puisque si certains pays ont commencé à payer en rouble, de toute façon les gros pays évidemment ont une force de résistance, une inertie plus importante que les autres, mais globalement après l'élection présidentielle et après certaines échéances, je pense qu'on n'y coupera pas, même si peut-être qu'on pourrait avoir des décisions temporaires, notamment un bannissement en tout cas politique, presque de pure apparence, de pure communication sur le gaz russe. En fait, bon, on continuera à l'acheter, on va l'acheter en rouble, c'est-à-dire en or. Et c'est une assez mauvaise chose pour nous, puisque nous avons globalement trop de monnaie par rapport à l'or. Nous sommes désindustrialisés et nous avons vendu pas mal d'or, sauf l'Europe du Sud qui conserve encore pas mal d'or, mais l'Europe du Nord est très mal de ce point de vue-là. Et donc, ceux qui n'auront pas assez d'or pour payer les Russes n'auront pas de gaz, donc ils vont passer des hivers froids. Et ça risque d'être assez désagréable. Nous verrons bien, mais en tout cas, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les Russes de forcer la main des Européens là-dessus. Certes, ils ont besoin des actifs européens, mais il est peu probable que, disons que les Européens auraient plus à souffrir de l'absence de gaz russe que les Russes n'auraient à souffrir de nos liquidités, puisque dans la pire des situations, les Russes conserveraient leurs hydrocarbures et pourraient continuer à faire tourner leur économie et leur armée, alors que nous, sans pétrole et sans gaz russe, on perd tout de suite 30-40% de nos fournitures, et c'est assez catastrophique. Donc voilà pour cette actualité concernant la Russie. Ça me semblait important de pouvoir le mentionner. Je pense que dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, nous allons voir de plus en plus un renforcement du rouble. Ça aussi, il me semble que je l'avais indiqué, c'est-à-dire que le rouble jusqu'à peu était à 0,70 par rapport au dollar. Je pense qu'il va encore se renforcer et qu'il va arriver, il va se rapprocher du dollar et peut-être osciller autour de 0,60. Ça m'étonnerait qu'il aille bien en dessous, on verra bien. Mais je pense que le rouble va continuer à se renforcer, d'autant que ça me permet de faire la transition sur le sujet un petit peu plus de fond, d'autant qu'aux États-Unis on continue à avoir une création monétaire et aussi une augmentation de la dépense publique. Alors, quelle est cette augmentation de la dépense publique? L'augmentation de la dépense publique, c'est notamment l'actualité récente d'augmentation du
ça continue grâce à l'endettement américain et non pas aux taxes, et non plus aux taxes, disons. Simplement, ce qui était déjà en difficulté de financement au niveau de cet Obamacare va l'être encore plus, parce qu'on va étendre le champ de la sécurité sociale donc américaine, et ça va se faire avec l'endettement. Or, les Américains sont déjà excessivement endettés. Ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que nous avons un certain aspect mitigé en fait sur le dollar. Normalement, quand on augmente le champ public sur de l'endettement, donc de la création monétaire, parce que, petite parenthèse, le quantitative easing, c'est une très mauvaise expression, en fait, c'est de l'endettement monétaire, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Et bien, quand on fait ça, normalement, et qu'on ne produit pas en parallèle, juste bien, et bien, on augmente les prix à la consommation. Et normalement, in fine, le dollar, la monnaie, doit s'affaiblir. Or, ce n'est pas ce qui se passe, mais principalement, je pense, par atavisme, par pure habitude, en fait, par pur mécanisme automatique, réponse automatique, qui est que quand il y a une crise, et bien là, évidemment, il y a une crise en Ukraine, on se réfugie sur le dollar, qui est encore considéré comme une valeur refuge, et de ce fait, on renforce la valeur du dollar. Donc je pense que la chute, l'affaiblissement du dollar est tempéré encore par cette croyance que le dollar est une réserve, que le dollar a une valeur intrinsèque suffisante. Et donc on a finalement un facteur baissier sur les fondamentaux de l'économie US qui est tempéré par les étrangers qui ont tendance, je pense encore, à vouloir se réfugier sur le dollar. Alors quand ils sont européens et qu'ils ont l'euro, avec cette monnaie catastrophique qu'est l'euro, ils ont probablement raison. Mais quand ils ont une bonne monnaie, comme le yen par exemple, les japonais, il y a assez peu de logique à venir se réfugier sur le dollar. Voilà. On a encore cette habitude, ce biais d'habitude sur le dollar, qui est probablement justifié pour l'euro, mais probablement pas pour les monnaies fortes. Voilà. Concernant l'euro d'ailleurs, et concernant l'or, qui elle est vraiment une réserve de valeur, je tiens à dire justement que vous avez, et ça Charles Gave l'a expliqué très récemment, vous avez probablement la reconstitution de deux blocs monétaires en Europe liés à leur stock, à leur réserve d'or. Et alors vous savez peut-être ou pas, mais l'Europe du Sud a de sérieuses réserves d'or. Et nous-mêmes encore en France, même si Sarkozy en a vendu de façon stupide, même si nous en France nous avons encore pas mal de réserves d'or, il y a l'Europe du Sud, Italie, Espagne ont de belles réserves, contrairement à l'Europe du Nord qui elle a eu tendance à optimiser, à tout voir par l'industrie, etc., à ne pas payer son armée, et qui je pense va se retrouver assez vite à court d'or en fait, surtout si elle doit utiliser le rouble et donc l'or. De ce fait, nous avons finalement la reconstitution de deux blocs au sein même de l'euro. Et alors, je ne crois pas beaucoup à un retour aux monnaies nationales, mais pardon, il est fort probable que nous ayons sous les yeux en ce moment même, via ce moyen de l'or, la reconstitution de deux sous-blocs, un euro du Sud et un euro du Nord. Un euro du Sud désindustrialisé mais riche en or, qui pourra faire face à la crise, parce que même s'il s'est désindustrialisé, son économie reste assez résiliente, pour une raison assez simple, c'est que ça fait un bon moment qu'on s'en prend plein la tête, alors que l'Europe du Nord, elle, a peu d'or, est une économie hyper optimisée, mais du coup peu résiliente aux crises. Or, nous sommes en plein dans une crise. Donc, il se pourrait que nous ayons sous les yeux la reconstitution, ou la constitution plutôt d'un bloc Europe du Nord et Europe du Sud avec leur monnaie afférente. Et ça irait plutôt dans le sens, dans nos intérêts, dans le sens de nos intérêts, si on veut bien les reconnaître. Et les intérêts français en termes
de politique étrangère, me semble-t-il, s'oriente davantage vers une union latine, une nouvelle union latine. Vous savez qu'il y a eu une tentative déjà d'union latine sous Napoléon III, qui a été plutôt un succès quand même au niveau monétaire, ça a duré assez longtemps. Pour le reste, ça a été un échec au niveau politique, mais on ne peut pas demander l'impossible non plus. Et eh bien, comme l'histoire a tendance à se répéter, pas forcément sous les mêmes formes, mais quand même des formes parfois assez approchantes, eh bien, il se pourrait que nous ayons une sorte de nouvelle union latine qui serait, comment dire, une sorte de traité supranational qui verrait une sorte de monnaie afférente avec l'euro, une sorte d'euro du Sud, d'euro latin, qui permettrait d'avoir un bloc cohérent économique, historique, politique, où évidemment les nations continueraient à avoir la prédominance. Ce serait une sorte d'Europe des nations du Sud finalement, comme l'avait souhaité De Gaulle au niveau européen, pas qu'au niveau du Sud, mais aussi au niveau du Nord. Eh bien, on aurait une sorte de reprise de l'idée gaulliste, qui voulait faire donc l'Europe des nations, mais simplement ici on le ferait au niveau de l'Europe du Sud, on verra bien, et c'est peut-être ce que nous avons sous les yeux en ce moment. Alors, donc pour en venir au sujet plus de fond que je voulais aborder avec vous, il me semblait important d'évoquer, comment dire, vous savez, on parle de crise énergétique en ce moment, et je pense que cette crise énergétique, elle est réelle, et nous sommes en plein dedans, et à mon avis, elle va, comment dire, elle va s'aggraver. Alors, évidemment, elle est aggravée par l'inflation, qui a tendance à augmenter tous les coûts, mais en soi, elle a sa dynamique propre, et sa dynamique propre est liée au fait que nous avons sous-investi pendant une éternité en fait, pendant presque maintenant 20 ans en fait, sur les énergies. Alors vous savez, les énergies fossiles constituent l'essentiel de notre consommation. Tout est fossile, même quand vous construisez une centrale nucléaire, vous le construisez avec du béton. Pour faire du béton, il faut de l'énergie fossile. Nous avons sous-investi notoirement là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était pas à la mode. On pensait pouvoir modifier nos consommations d'énergie fondamentalement grâce aux énergies renouvelables. C'était quelque chose d'illusoire parce que la physique ne le permet pas, les ordres de grandeur ne le permettaient pas. Mais voilà, nous avons mis sous le boisseau toutes ces énergies fossiles qui ont eu très mauvaise presse, très mauvaise publicité, qui n'ont pas eu de subventions et de financement privé non plus, évidemment. Et donc nous avons cru à toute force dans ces énergies renouvelables qui sont bien moins denses que les énergies fossiles et que le nucléaire. Simplement, ce sous-investissement évidemment pose des problèmes aujourd'hui puisque nous n'avons plus assez de capacité productrice et donc nous n'avons plus assez de production par rapport comment dire, à la quantité de monnaie disponible dans nos économies. Ceci est aggravé par la mode des techs, les GAFAM, etc. parce que l'argent, depuis 15-20 ans, est allé s'utiliser, se densifier, se loger dans le Nasdaq, finalement, hein, je résume, et encore dans le Nasdaq, je suis gentil, dans une petite dizaine de valeurs du Nasdaq qui ont fortement augmenté. Et pendant que l'argent allait se loger dans toutes ces belles technologies, mais bon, technologie, il y a un moment donné à partir duquel vous n'avez plus de gains marginaux très importants. Quand vous êtes à l'iPhone 5 ou 6, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, ou peut-être au 10e, vous n'avez plus des gains marginaux, des gains importants, vous n'avez plus de révolution technologique. La révolution technologique, elle est passée, et elle est passée depuis un moment maintenant, depuis plus de 10 ans je dirais. Donc on fait des gadgets, on compte sur la loi de Murphy, sur l'optimisation du silice, l'utilisation du silice dans les microprocesseurs, etc. Mais au final, bon, on n'a plus énormément de création de valeur. Google c'est pareil, Facebook c'est pareil, Amazon est arrivé un petit peu plus tard, c'est un peu différent, mais je pense que sur cet après Covid, cette après crise Covid, Amazon
discuter parce que Amazon c'est clairement pas efficient en termes énergétiques. Hein. Vous avez des gens qui vont livrer des colis dans tous les sens, c'est quand même bien moins efficace que d'avoir des zones commerciales assez denses. En plus les gens ont tendance à abuser sur la livraison des colis, moi le premier d'ailleurs, parce que c'est extrêmement efficace, extrêmement bien fait. Mais c'est pas du tout un système qui est résilient par rapport à une hausse des prix de l'énergie Amazon, hein. Clairement pas. Pareil pour Uber Eats, tous ces trucs. Bref, l'argent est parti se loger dans la tech, en résumant grossièrement, et s'il est parti se loger dans la tech, il n'est pas parti se loger dans l'économie utile, l'économie primaire et secondaire, c'est-à-dire l'industrie, les produits, l'alimentation, se loger, construire des biens de première nécessité, etc. etc. Et aujourd'hui, finalement, c'est tout le secteur des commodities, des matières premières, qui souffre. Et donc, les prix vont monter. Donc, si j'avais un arbitrage à vous conseiller, ce serait clairement aujourd'hui vendre les actions tech. C'est pas parce qu'elles ont fortement monté qu'elles vont continuer à monter. Et je pense qu'elles sont très largement survalorisées. La révolution est passée, les bonnes nouvelles sont pricées, et maintenant il ne peut qu'arriver que des mauvaises nouvelles pour ces valeurs. Ça me permet de faire un petit détour sur Twitter. On parle beaucoup d'Elon Musk et bon, en tant que libéral et conservateur, j'ai eu tendance à me satisfaire et à me féliciter de la récente annonce de sa prise de participation à Twitter. Il me semble qu'il a fait une proposition récemment pour augmenter encore les achats de titres et devenir majoritaire sur le conseil d'administration de Twitter. Évidemment, les gens qui sont en place souhaitent garder leur travail et leurs habitudes, et je pense qu'ils ne sont pas très favorables à la proposition de Elon. Et donc j'ai l'impression quand même, et on verra si l'actualité et les développements supplémentaires vont me donner raison, mais j'ai l'impression malgré tout que Elon Musk a fait un coup extrêmement ponctuel et que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Peut-être qu'il va garder une petite part, mais à mon avis il ne va pas influencer beaucoup sur le cours de l'entreprise et sur sa gestion, son exploitation, et a fortiori in fine sur la liberté sur les réseaux sociaux. Parce que quand même Twitter, moi j'ai lancé quelque chose, je me suis fait bannir de Twitter, donc c'est quand même très censuré. Je suis pas sûr que malheureusement la proposition d'Elon Musk aille au bout et donc change quoi que ce soit. Je pense qu'à très court terme il va se dire voilà, j'ai fait une bonne affaire, le cours a fortement augmenté une fois que les gens ont su que je m'étais engagé, et donc je vais revendre une partie, quoi. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va se finir, d'autant que je vois pas Elon liquider ses actions Tesla ou SpaceX pour acheter du Twitter. À mon avis, l'arbitrage quand même pour lui est plutôt de rester sur du SpaceX ou du Tesla plutôt d'acheter une action survalorisée comme Twitter. Voilà. Il a pu le faire là sûrement avec ses bas de laine, mais s'il doit taper dans le gros de sa fortune, à mon avis Twitter c'est quand même un gros poisson, et donc il faudra qu'il tape dans ce qu'il possède de plus gros, c'est-à-dire SpaceX et puis secondairement Tesla, même si Tesla c'est survalorisé aussi. Parce qu'en vendant Tesla, il ferait baisser le cours de son action, vu le poids qu'il représente dans l'action. Forcément ça ferait baisser les cours. Donc est-ce qu'il veut vraiment ça? Je ne suis pas sûr. Voilà. Bref, vous voyez qu'on arrive à une limite en fait sur les techs, et moi ce que je vous conseille fortement c'est les commodities, éviter les États-Unis, viser les marchés émergents et les commodities sur les marchés émergents. L'or, l'argent, très sous-évalué, le pétrole évidemment, même si c'est très volatile. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel encore à la hausse sur le pétrole, et à assez court terme. On verra. Pour l'instant sur le pétrole, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de changements d'ici la fin du printemps, mais à début de l'été, à l'automne, enfin cet été, je pense que pourrait y avoir quand même de fortes augmentations sur le pétrole. Là quand même on est encore sur les nouvelles baissières sur le pétrole, on a encore des confinements en Chine. Bon voilà, on a quand même des annonces de l'administration américaine qui montrent qu'ils veulent vraiment faire baisser les prix. C'est possible
reste un petit peu mitigé encore quelques semaines en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce qui est important de considérer aussi, c'est que vous savez, c'est l'adage, est-ce que sur un marché il y a plus de dollars que d'idiots que de dollars. Quand il y a plus de dollars que d'idiots, ça veut dire que votre marché est en bulle, qu'il est surévalué. Et quand il y a plus d'idiots que de dollars, ça veut dire que les idiots sont en train de souffrir et que voilà, le marché est assez sous-valorisé, quoi. Il y a plus de mains que d'argent, donc ça se bataille. Alors que là, en ce moment, aux États-Unis, je pense qu'on a beaucoup plus de dollars que d'idiots, et c'est le contraire en Chine. C'est le contraire en Chine, parce qu'en Chine, il y a énormément de gens compétents, bien formés. Vous n'avez pas autant de transferts sociaux, d'impôts, même si c'est un pays à tradition communiste, ou plutôt aujourd'hui néo-mandarine, on va dire. Comment on dit ça, c'est les mandarins, vous savez, le mandarinisme, plus que le communisme aujourd'hui, au niveau de la Chine. Eh bien, la Chine est quand même une économie très résiliente. Alors, il est possible qu'avec la guerre mondiale qui s'annonce, ils tentent des choses un peu comme la Russie. In fine, je pense qu'ils se prendront une cartouche par les États-Unis et qu'ils sont démembrés. C'est la proposition de Philippe Fabry, ça semble assez extraordinaire aujourd'hui. Mais Philippe Fabry estime que d'ici 10 ans, la Chine finira démembrée. Alors vous pourriez vous dire que cette annonce est très baissière pour la Chine. Oui, peut-être à court terme, à très court terme, mais ça ne change rien des fondamentaux. Parce que même si elle est démembrée, elle sera démembrée sur la base des grandes ethnies, des grandes compositions géographiques, ethno-géographiques chinoises, et vous aurez encore une grande composition ethno-géographique Han, le cœur de la puissance chinoise, des Han, H-A-N. Et je pense qu'elle est relativement intouchable sur les décennies qui viennent. Ce sont des gens compétents, formés, nombreux, qui ne sont pas habitués au confort occidental, qui ne sont pas habitués aux transferts sociaux dans tous les sens. Et je pense que ces gens sont très valeureux, ce sont de très bons techniciens, et ils produisent beaucoup. Ils produisent beaucoup des vrais biens qui ont une vraie utilité, et pas des gadgets, voilà, comme aux États-Unis. De plus, ils n'exagèrent pas sur la création monétaire, pas du tout, contrairement aux États-Unis. Donc aujourd'hui, l'économie américaine fonctionne essentiellement grâce aux Chinois qui leur produisent des biens à bon marché et qui volent encore de leur dollar. Mais ça va être de moins en moins le cas, et je pense qu'il y a beaucoup trop de dollars aujourd'hui aux États-Unis. Dollars qui est très... quand il y a beaucoup trop de dollars et qu'il y a beaucoup trop de dollars par rapport au nombre d'idiots, eh ben, on fait des bêtises, quoi. Par exemple le Bitcoin. Bitcoin, je l'ai déjà dit, affirmé, je le réaffirme, je le maintiens, ça ne vaut rien. C'est une lubie. Remettez-vous un petit peu, parenthèse sur le Bitcoin rapidement, remettez-vous en avril 2021. Nous sommes en avril 2021 et par un don de préscience extraordinaire, on vous dit qu'il y aura encore des confinements, il y aura encore le Covid, que la vaccination globalement sera au niveau de ses résultats assez mitigé. On vous dit de plus qu'il y aura une guerre en Ukraine, qu'il y aura une crise énergétique. Et alors, remettez-vous donc en avril 2021, on vous dit tout ça, qu'est-ce que vous allez penser? Vous êtes sur le Bitcoin, vous dites évidemment tout ça, vous êtes à 68 000 je crois dollars le Bitcoin, en avril 2021, vous êtes au plus haut. On vous dit tout ça, et forcément vous allez vous dire, mais le Bitcoin va toucher les 100 000, c'est obligé. D'ici 2022, avec tout ce qui va se passer, toutes ces mauvaises nouvelles, vu que le Bitcoin est soi-disant le nouvel or, le Bitcoin va faire un massacre. Il va tout emporter sur son passage, il va faire les 100 000, voire 120 000 dollars. Voilà, ça va péter les plafonds, quoi. Et qu'est-ce que vous avez eu? Et bien aujourd'hui, le Bitcoin, il a baissé quasiment de moitié, de plus de entre 40 et 50%, et il merdouille autour de 40 000 dollars. Voilà. Et on a l'impression que toutes les bonnes nouvelles pour le Bitcoin sont pricées, alors que les mauvaises sont pas pricées, et que à chaque fois c'est assez sensible aux mauvaises nouvelles. Ce qui est plutôt une mauvaise
marché en général, quand votre action s'est fait tuer et que malgré de nouvelles mauvaises nouvelles, votre action reste stable, ça veut dire qu'en gros elle a tout encaissé, elle encaisse tout et qu'elle est prête pour repartir vers la hausse. Par contre, quand vous avez des bonnes nouvelles et que votre action ne bouge pas à la hausse, c'est que ça va baisser. Voilà. Donc là, avec le Bitcoin qui normalement est un actif, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, une réserve de valeur, c'est le nouvel or, c'est antifragile, tout le tintouin. Avec toutes ces bonnes nouvelles, entre guillemets, ces nouvelles qui devraient être dans le sens du Bitcoin, la guerre, enfin tous ces gros problèmes économiques qui nous arrivent dessus, le Bitcoin devrait exploser à la hausse. Et bien il n'explose pas à la hausse. Or sur les marchés, c'est quitte au double, hein. Donc quand vous n'explosez pas à la hausse, c'est que vous allez baisser. Donc le Bitcoin a vraiment profité de cet excès de dollars sur le marché et je pense que c'est quelque chose qui va baisser et nettement baisser dans les semaines qui viennent. Personnellement, je suis bearish, je suis baissier sur le Bitcoin et je vais le rester. J'ai du levier sur le Bitcoin sur la baisse à 38 000. Évidemment là c'est un petit peu augmenté, mais moi je pense que quand même cette année on devrait voir le Bitcoin entre 10 et 20 000. Je pense qu'on va baisser, qu'on va arriver en dessous de 20 000 d'ici la fin de l'année. On en reparlera si j'ai eu tort. Et on en reparlera si j'ai tort surtout. Voilà, donc ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que je pense que la valeur du dollar va baisser parce qu'il y a trop de dollars par rapport au nombre d'idiots, parce que les Américains ne produisent plus grand chose d'utile, parce qu'on voudra de moins en moins de leur dollar. Et je pense que quand vous voyez que le rouble a tendance à s'apprécier assez rapidement face au dollar, hein, Biden s'était fait citer que le rouble avait chuté de 40% très rapidement au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Et bien on est revenu très rapidement au niveau fondamentaux d'avant la crise ukrainienne. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire quand même quelque chose. Alors il est possible que le dollar baisse lentement, parce que justement l'effet est mitigé, c'est encore une réserve de valeur, et parce qu'évidemment les Américains ont une très grande armée et c'est encore la plus grande puissance mondiale. Mais il ne faut pas trop tenir compte, pas trop compter sur une stabilisation du dollar. Je pense qu'il va s'affaiblir. Et ça, ce sera très mauvais pour les Américains, parce que ça va augmenter encore le coût de leurs importations, et ça va augmenter encore l'augmentation des prix à la consommation aux États-Unis. Voilà. In fine, si vous voulez, si on voulait résumer ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et puis finalement dans tout l'Occident, c'est une expression que j'ai découverte assez récemment. C'est le cover your ass. C'est le CYA. Cover your ass, c'est couvre ton cul. Je vais vous dire, ça résume vraiment très bien ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait tout du court terme, on ne réfléchit pas aux impacts de nos décisions. Il faut juste couvrir son cul. Voilà, on couvre son cul, on fait juste ce qu'il faut, juste ce qui est nécessaire pour que ça pète pas, que en gros ça tienne jusqu'à ce que on ait notre rente, jusqu'à ce qu'on ait fait un peu d'argent, jusqu'à ce qu'on ait obtenu sa réélection, etc., etc. Et puis on est content comme ça, et puis tant que ça continue, et bien voilà, pour les jeunesses, quoi. Et ça vraiment, je crois que c'est un phénomène très répandu, très large dans notre société actuellement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui détermine aussi le comportement de nos élus, parce que les élus sont à notre image. C'est un peu comme l'homme est à l'image de Dieu, nos élus sont à l'image du peuple. Voilà, donc si le peuple est sans arrêt dans le cover my ass, et ben les élus sont sans arrêt en train de couvrir leur cul, quoi. Voilà. Comment leur reprocher in fine, hein. Voilà, il faut se regarder en face aussi, hein. Donc je pense que ce très court-termisme, cette inconséquence finalement, cette irresponsabilité va nous créer de sérieux problèmes avec une chute de nos monnaies. Vous avez des mouvements encore sur le marché obligataire cette semaine qui ont été très importants. Finalement, toute cette première quinzaine du mois d'avril, nous avons connu un écroulement du marché obligataire, notamment américain, avec une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis qui est assez forte et assez rapide. Et alors ça a permis à la courbe des taux
de se désinverser. Je vous ai expliqué récemment que la courbe des taux s'était inversée. Eh bien, elle s'est antéversée finalement, parce qu'elle est revenue un petit peu pentue à la normale. Enfin, disons qu'elle est quand même très plate par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais c'est une raison assez simple qui l'explique, c'est qu'en ce moment, tous les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis. La situation se dégrade fortement. Alors vous avez peut-être vu récemment, cette semaine, deuxième semaine d'avril, alors vous avez peut-être vu aussi récemment que les chiffres du CPI, Consumer Price Index, ont été déclarés à 8,5% aux États-Unis. C'est de très mauvais chiffres. En glissement annuel, on serait à 17%. 17%, vous vous rendez compte? C'est quand même une très mauvaise performance. Et ce serait des chiffres vraiment très importants. Et donc, cette inflation des prix à la consommation explique que les taux d'intérêt sur le marché obligataire augmentent fortement. Et donc, ça a repentifié la courbe des taux des bons du Trésor américain. Mais voilà, c'est quand même une très mauvaise nouvelle parce que quoi que fasse en ce moment la Fed, finalement le marché obligataire s'affaisse. Et donc la charge de la dette de l'État fédéral américain augmente. Ce qui est une très mauvaise. Finalement, vous avez ces engagements assez importants en parallèle qui sont notamment l'extension d'Obamacare. Voilà. Donc l'État américain ne cesse de grossir et il ne cesse de s'endetter à des taux toujours plus élevés. Donc ça ne peut pas bien se passer, ça ne peut pas bien se terminer, cette affaire. Voilà, donc sur le marché obligataire, il y a encore de sérieux mouvements et peut-être qu'on continuera encore à en voir aussi dans les semaines qui viennent. Je pense que ça va continuer à augmenter et puis on arrivera au point où ça commencera vraiment à faire mal à l'État américain et donc à l'économie américaine, parce qu'aujourd'hui la dépense publique aux États-Unis est très importante, malheureusement, c'est un des problèmes. Et donc il est possible que, comme je vous l'expliquais, nous ayons une décision de la Fed semblable à la décision japonaise, c'est-à-dire d'intervenir directement et massivement sur l'achat du 10 ans ou de 30 ans obligataire américain. Voilà. Et là, on rentrera dans d'autres problèmes, notamment sur la crise monétaire. On verra bien. Accrochez-vous parce que là, vraiment, on est sur de la non-linéarité très importante. Les marchés sont fous. On a de la forte volatilité. Je pense qu'on est dans une phase de transition qui nous amènera à plus de changements, mais je douterais que le Bitcoin s'améliore, je douterais que la tech s'améliore aux US, je douterais que le dollar s'améliore, etc., etc. Par contre, les commodities, l'or, tout ça, c'est vraiment des actifs qui, je pense, vont performer à l'avenir. Je vous engage, je vous invite à les regarder de très près parce que ça pourrait vous protéger. Nous ne ferons pas beaucoup d'argent, nous ne ferons pas beaucoup de résultats finalement sur cette période, c'est une période globalement baissière. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on fait beaucoup d'argent en sortie de crise. On fait beaucoup d'argent quand il y a des mouvements de 50-60%. Et donc, pendant que ces mouvements ont lieu, eh bien, il convient de se protéger, de rester au chaud et d'attendre qu'ils aient eu lieu. Et une fois que ça aura vraiment beaucoup baissé, on pourra réintervenir sur les marchés. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Voilà. Et l'argent, c'est de l'énergie. L'énergie conservée et l'énergie, in fine, qui peut servir à la politique, qui peut servir à notre cause, à la cause libérale. Et je souhaite vraiment que nous puissions passer, nous libéraux conservateurs, par notre meilleure compréhension de l'économie et par notre meilleure compréhension des déterminants actuels, qu'ils soient historiques, économiques, politiques, que nous puissions passer cette période favorablement et que nous puissions, in fine, battre nos ennemis et les battre au mieux en sortie de crise. Voilà. Mais pour l'instant, c'est la crise. Garez-vous, protégez-vous et portez-vous bien. Allez, ciao!